Et c'est bon. On s'arrête là, sur cette partie de la matière. Ah, ça ne veut pas dire que le cours est terminé. Hein. J'ai laissé plein de trucs en suspens, vous le savez bien, hein, d'accord? Je n'y ai pas répondu. Ces questions que j'ai laissées en suspens, maintenant que le cours est terminé, normalement, vous avez dû pouvoir réfléchir à tous les éléments parce que vous avez eu tous les éléments dans le cours pour arriver à un certain nombre de conclusions. D'accord? Il y en a certains qui traînent depuis longtemps. Hein. D'accord? Celui-là, il traîne depuis un bout de temps. Depuis le début du cours, d'ailleurs. C'est une des premières choses que je vous ai demandé. Donc, ce récipient totalement hermétique qui ne peut ni se déformer, ni éclater. D'accord? Et dedans, on a mis de l'eau et on refroidit. Refroidit, sous-entendu, hein, on fait baisser la température. Voilà, c'est juste ça. Alors évidemment, la partie de ce graphique qui nous intéresse, c'est celle qui voisine à peu près les 0 degrés Celsius au départ, et puis la partie haute, parce qu'on va fabriquer un solide, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On est parti, a priori... Oups, c'est juste que ça a bougé. Non. Désolé. La petite flèche qui gêne, je cache l'écran. On est parti de quelque part ici. D'accord? Le point exact duquel on est parti n'a pas beaucoup d'importance, mais a priori, non, d'ailleurs, d'abord, au départ, on est sans doute sous un bar, d'accord? Donc on est quelque part ici, à une certaine température. Si on refroidit, évidemment, on va se déplacer selon cette ligne-là. Alors, première chose qui va apparaître, parce que je l'ai dit à un moment, c'est qu'on va passer à un moment par moins 4 degrés Celsius. Et vous vous rappelez peut-être, quand j'ai parlé de la densité de l'eau, c'est à moins 4 degrés Celsius que l'eau est la moins dense. Si elle est la moins dense, ça veut dire que sa masse volumique est la plus faible à ce moment-là, on est d'accord? Ça veut donc dire que quand on va baisser déjà la température du liquide, sa masse volumique va diminuer jusqu'à moins 4 degrés. Sa masse ne peut pas changer à cette eau, on est d'accord? Donc ça veut dire que si sa masse volumique change, c'est que son volume diminue. Mais le récipient, il est indéformable et incassable. Le volume du récipient ne peut pas changer. Mais le volume d'eau, lui, va baisser. Qu'est-ce qui doit se passer? Personne ne m'a proposé de ce truc-là, hein, donc je détaille. On va avoir une bulle. Ben oui, si le liquide se rétracte, d'accord, il ne va plus occuper la totalité de l'espace. Et s'il n'occupe plus tout l'espace, ça veut dire qu'on va avoir un vide. Pas un vide, d'ailleurs. Une bulle d'eau vapeur. Obligé, puisqu'on a baissé la pression. Baisser la pression, c'est descendre, d'accord? On va descendre en pression automatiquement, et on va donc faire, un peu plus bas, ici, donc quelque part par là, admettons, une bulle de vapeur. Et un équilibre entre cette vapeur, à la température à laquelle on sera arrivé, et le liquide qui va rester. Et puis, on va passer les 4 degrés. D'accord? Quand on aura passé les 4 degrés, on va remonter, parce que la masse volumique augmente à nouveau. Et donc, on va atteindre, alors sans doute pas à un bar, on va atteindre le solidus, la frontière entre le solide et le liquide. Et puis là, et vous le savez, je le sais, on l'a déjà dit, la glace a une masse volumique, elle, qui est supérieure à l'eau. Donc la glace qui va commencer à se former va occuper plus de place que l'eau qu'elle remplace. On va déjà résorber la bulle. Puis quand la bulle aura disparu, de la glace va encore se former, qui veut prendre plus de place que l'espace qui est disponible. Et quand on met un truc trop grand dans un vêtement trop petit, par exemple, hein, on fait du 38 et on veut mettre du 36, je dis ça, je dis rien, mais vous avez compris ce que je veux dire, et bien forcément la pression augmente. Si la pression augmente, ça veut dire qu'on va se déplacer le long de cette ligne-là. D'accord? On fait monter la pression. Au fur et à mesure, alors la température va être bloquée, hein, d'accord? Quand on est sur une transition de phase, la température est bloquée. Donc même si l'extérieur continue à baisser en température,
le volume d'eau glace que l'on a maintenant, lui, va être à 0 degré. Il va être bloqué aux alentours des 0 degrés, hein, à peine en dessous, puisque vous avez vu que ça penche un tout petit peu, mais on va être bloqué sur cette ligne-là, au voisinage de 0 degré, et plus on fabrique de glace, plus la pression va monter. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et donc on va suivre cette ligne-là, jusque-là. On suit cette ligne-là. Et là, comme vous pouvez le voir, du côté de la glace, on a une transition. La glace que l'on avait jusqu'à présent, c'était de la glace 1H, la glace normale, la glace de tous les jours. Là, la pression devient suffisante pour qu'on ait une autre transition de phase, côté solide cette fois-ci, et on va commencer à fabriquer de la glace plus compacte. En l'occurrence, d'abord, alors c'est de la glace 3, celle-ci, de la glace 3 qui va commencer à se former. Alors qui va commencer à se former où? Déjà, comme vous le voyez, il y a une ligne entre la glace déjà formée et la glace que l'on doit former maintenant à cette pression. Donc une partie de la glace qui est déjà formée va se transformer en glace 3. Et la glace que l'on va fabriquer en ce moment, ce sera directement de la glace 3. D'accord? Cette glace-là est un peu plus compacte que la précédente, donc l'accroissement de volume de cette glace va être moins important, mais ça va continuer un petit peu. Donc ça continue à faire monter un peu la pression. Mais on va être bloqué à ce point-là, ça ne peut pas redevenir liquide, on est bien d'accord. Donc on va être bloqué à cet endroit-là. La température continue à descendre, et puis si la pression devient telle que l'on continue à monter, éventuellement, ici, et peut-être qu'on fera d'autres types de glaces à ce moment-là. Mais donc on ne va pas exploser, on ne va pas rester liquide, simplement on va fabriquer de la glace d'un autre type que le type précédent. Est-ce qu'on aura uniquement de la glace 3 ou de la glace 4 ou de la glace 5 quand on aura fini? Peut-être, peut-être pas, ça dépend de la vitesse à laquelle ça se fait. Parce que les transitions de phase, surtout au niveau solide, c'est des phénomènes qui sont relativement lents. Ça prend du temps pour le faire. Ce n'est pas instantané. La congélation, ça peut être relativement rapide, mais les transitions de phase à l'état solide, c'est bouger des atomes qui n'ont pas la liberté de bouger, parce qu'on est dans un solide, donc des atomes et des molécules qui sont relativement figés, et les réarranger autrement. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas si simple que ça à faire. Donc ces réarrangements-là sont longs, ça prend du temps, ce qui veut dire que quand tout aura congelé, il est tout à fait envisageable que l'on ait différents types de glaces qui se côtoient les uns les autres, qu'on n'ait pas tout transformé. Mais si on laisse le truc tranquille, à un moment ou à un autre, on finira par avoir un gros bloc de glace 3 ou de glace 4. Ça dépend de la température et de la pression à laquelle on aura fini par arriver. OK? Donc en gros, oui, ça va geler, mais pas à 0 degré, en tout cas pas tout de suite, une partie à 0, puis ça va continuer à geler à des températures inférieures, donc on aura de l'eau liquide encore à des températures qui seront inférieures à 0 degré, et une pression qui va augmenter, et qui va vraiment augmenter fort, parce que la masse volumique de l'eau, quand elle gèle, elle est très différente de la masse volumique de l'eau qui est liquide. D'accord ? Alors, si on fait ça dans un récipient qui n'est pas incassable, vous imaginez bien ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe dans tous les congélateurs où on a mis la bouteille de rosé à refroidir un peu trop rapidement parce qu'elle n'avait pas été préparée quand les invités sont arrivés. Bam ! Elle explose, parce que là, on va atteindre, regardez les pressions qui sont sur le côté, c'est des pressions qui montent très vite, en dizaines de bars, en centaines de bars éventuellement. Alors, les dizaines de bars, ça suffit pour faire exploser une bouteille en verre. D'accord ? Oui, la bouteille va exploser. C'est une évidence. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Donc d'abord, ce phénomène de bulle qui va apparaître, et puis ensuite une congélation avec une variation de température de congélation de l'eau, et puis une cristallisation qui ne se fera pas sur de la glace entre guillemets normale. Celui-là, on l'a réglé, d'accord ? Donc il n'est plus en l'état. Et puis je vous avais posé aussi cette question-là. Je vous invite d'ailleurs, s'il vous plaît, éventuellement, à répondre à celle-ci, puisque vous y avez réfléchi maintenant. Donc, on souffle sur une boisson chaude pour la refroidir avec de l'air plus froid.
La boisson, elle est à 70-80 degrés, hein, ça dépend de ce que vous êtes en train de préparer. Et effectivement, l'air que l'on envoie dessus, il est à 37. D'accord? À peu près 37. Donc, on envoie bien de l'air plus froid. D'accord? Et c'est pour ça qu'on souffle. Ceux qui veulent voter par SMS, hein, je vous remets le numéro de téléphone. Vous l'avez là. Donc vous envoyez @mat19 au numéro qui s'affiche. Donc ça, c'est juste ceux qui veulent voter par SMS, hein, d'accord? Donc vous votez 1 ou 2, hein, la réponse 1 ou la réponse 2. La réponse 1, c'est vrai, la réponse 2, c'est faux. Je ne m'en rappelais plus, donc c'est pour ça que je l'ai raffiché. Maintenant qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont répondu, je vous montre où c'est, où on en est actuellement. Il faut que ça change votre opinion. Bon, ça a l'air d'être assez tranché, d'accord? Alors maintenant, c'est tranché parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la réponse, ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, globalement, la décision, c'est non, c'est pas pour ça. Alors qu'on soit bien d'accord, oui, souffler de l'air froid sur le liquide chaud, évidemment, par simple conduction, ça va enlever une certaine quantité de chaleur. Mais à la limite, ces phénomènes de conduction calorifique sont toujours lents. Ça prend du temps, c'est très efficace, hein, mais ça prend du temps de transférer de la chaleur par conduction. Donc ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à refroidir avec de l'air froid, parce que dans ce cas, autant utiliser de l'air un peu plus froid que simplement notre souffle, d'accord ? Faire comme ça, ce sera plus efficace. Ben oui, c'est de l'air plus froid, hein, il est à 22, 23, d'accord ? Donc ce serait plus efficace. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est quoi? C'est rompre l'état d'équilibre qui s'est établi entre le phénomène d'évaporation et le phénomène de condensation. L'air qui se trouve en équilibre, donc quand je ne souffle pas, juste au-dessus de ma boisson chaude, a accueilli les molécules d'eau qui se sont évaporées. Combien? Accueilli autant que la pression de vapeur saturante, la tension de vapeur, le permettait. Donc la couche d'air qui est juste au-dessus de mon liquide chaud est en équilibre à la pression de vapeur avec le liquide. On a donc un équilibre qui s'est établi, la vitesse d'évaporation sera égale à la vitesse de condensation. D'accord ? Ce qui veut donc dire, en termes de chaleur, que la quantité de chaleur qui est retirée au liquide par évaporation, quand on est à l'équilibre, va être exactement égale à la quantité de chaleur qui est restituée au liquide par condensation. Il y a de la chaleur qui s'en va, mais il y a à peu près autant de chaleur qui retourne. D'accord ? Quand je souffle, je change la composition de l'air qui est juste au-dessus du liquide. Et je la remplace par de l'air, entre guillemets,
plus sec. Entre guillemets plus sec, hein, parce qu'il sort de mes poumons, donc dans mes poumons, il est à saturation. D'accord ? Oui, un des rôles des bronches, de tout ce qu'on se trouve avant les poumons, c'est d'humidifier l'air pour qu'il soit humide quand il rentre dans les poumons. Donc l'air qui va ressortir est à saturation, mais à saturation à 37 degrés. D'accord ? Donc quand cet air va arriver au-dessus du liquide chaud, il va se réchauffer, et là, il ne sera plus à saturation. Pourquoi ? C'est ce qui se trouve... je vais revenir en arrière. Est-ce que je peux revenir en arrière ? C'est ce qui se trouve dans le tableau ici. D'accord ? Quand j'augmente la température, j'augmente la tension de vapeur. Donc l'air qui va se trouver juste au-dessus de ma tasse de thé, d'accord, aura à ce moment-là une tension de vapeur qui est plus grande. Donc la possibilité, il sera plus à 100% d'humidité, donc la possibilité d'accueillir encore un peu plus d'eau qui va s'évaporer. Cette eau qui s'évapore, puisqu'on n'est plus à saturation, elle ne retourne pas à vitesse égale en condensation. Je retire donc plus d'énergie que je n'en rajoute dans le liquide. Et ça, c'est super rapide et super efficace, parce que les vitesses d'évaporation et les vitesses de condensation sont des vitesses qui sont grandes. Donc en renouvelant en permanence, en soufflant, l'air qui est à la surface de mon liquide chaud, je fais en sorte de n'avoir que de l'évaporation et plus ou peu de condensation. Et si j'ai que de l'évaporation, je retire très rapidement de la chaleur, alors que je n'en rajoute pas. J'ai rompu l'équilibre. En gros, je suis passé d'une situation d'équilibre ou de quasi-équilibre à une situation de déséquilibre permanent en faveur de l'évaporation. Et là, on a des quantités de chaleur qui vont être retirées, qui sont énormes. Et vous savez pourquoi c'est des quantités de chaleur importantes, hein ? Parce qu'on l'a vu numériquement. L'enthalpie de vaporisation, la quantité de chaleur qu'il faut fournir à une mole d'eau, par exemple, pour l'évaporer, c'est énorme. C'est des milliers de joules. D'accord ? C'est des kilojoules. Donc, c'est des grandes quantités d'énergie. Et c'est pour ça que c'est efficace de souffler sur le liquide chaud, parce qu'on favorise, effectivement, on favorise uniquement l'évaporation au détriment de la condensation. On rompt l'équilibre. Donc c'est la rupture d'équilibre qui est importante. D'accord ? Le fait que l'on ne permette plus, ou quasiment plus, la condensation. C'est bon ? Ouais ? Donc ça veut dire normalement, si vous avez compris ça, que vous savez pourquoi c'est plus efficace de souffler avec un sèche-cheveux sur la soupe trop chaude qu'avec simplement la bouche. Alors, on est bien d'accord. L'idée ici, c'est de favoriser le souffle. Donc, on ne met pas le sèche-cheveux juste en face, comme ça, d'accord ? Ce n'est pas l'objectif, c'est bien l'air chaud du sèche-cheveux qui passe au-dessus du liquide, hein, comme quand on souffle. On ne se met pas juste pile dessus, d'accord ? On se met sur le côté et on souffle pour dégager l'air qui se trouve dessus. Parce que c'est bien la bonne réponse. Et normalement, maintenant, vous savez pourquoi. Ou pas. Le phénomène en jeu, c'est exactement le même. On renouvelle l'air qui se trouve au-dessus de la soupe. D'accord ? Donc, le moteur, c'est le même. Mais ce n'est pas le même air. L'air qui est envoyé quand je souffle est à 37 degrés, saturé en humidité. Saturé en humidité. Donc, avant qu'il puisse accueillir de l'eau en plus, évaporée, il va d'abord falloir qu'il se réchauffe. D'accord ? Qu'il se réchauffe au contact du liquide. C'est un phénomène qui est un peu lent. D'accord ? Qui est un peu lent, je l'ai dit juste avant, parce que c'est par conduction que ça va se faire. Donc c'est un peu lent. Ce qui veut dire que là où vous soufflez directement, on a d'abord réchauffement de l'air pour qu'ensuite le phénomène que j'ai décrit, c'est-à-dire favoriser l'évaporation au détriment de la condensation, puisse se mettre en place. L'air qui sort du sèche-cheveux, lui, est d'ores et déjà sec, plus sec. Il est à plus haute température par rapport à l'air ambiant, qui est déjà probablement pas à 100% d'humidité. Donc, cet air qui sort du sèche-cheveux est très très loin du
du 100% d'humidité. Parce qu'on a monté sa température, il n'était déjà probablement pas 100% humide, et comme on a monté sa température, on a encore élevé la tension de vapeur de l'eau dans cet air à une température relativement élevée. Cet air est considéré, peut être considéré comme sec. Comme il est sec, dès qu'il arrive sur la soupe, le phénomène d'évaporation va pouvoir prendre toute son ampleur, et rien n'a condensé, quasiment rien n'a condensé, parce qu'il n'y a quasiment pas d'humidité dans l'air à ce moment-là. D'accord? Et ça, vous l'avez déjà expérimenté. Quand vous allez dans les toilettes, là, sous les machins qui ne fonctionnent pas super bien, il faut bien le reconnaître pour se sécher les mains, d'accord? C'est de l'air chaud qui sort. Quand vous êtes pile juste dessous, c'est d'ailleurs même de l'air brûlant, d'accord? Mais si vous êtes un peu plus bas, l'air est à la même température, à peu de choses près, mais ça ne fait pas la sensation de chaud, ça fait plutôt une sensation de froid. Alors pourquoi ça fait chaud quand on est juste en dessous, pourquoi ça fait froid quand on est plus loin? Mais parce que ce qui vous chauffe quand vous êtes juste en dessous de la buse d'air chaud, ce n'est pas l'air chaud, c'est les résistances thermiques chauffées au rouge qui se trouvent dedans, d'accord, et par radiation qui vous chauffe les mains. Mais quand on est un peu plus bas, c'est l'air à la température à laquelle il sort, qui passe à toute vitesse sur vos mains trempées, évapore à toute vitesse sans recondenser. Et là, on a plutôt une sensation de frais qu'une sensation de chaud, parce que ça s'évapore à toute vitesse et on retire des calories à toute vitesse. Maintenant, quand on est juste en dessous, effectivement, mais ça c'est comme quand on met les mains en face d'un radiateur. Ça chauffe, mais par radiation quand on est trop près. D'où l'idée ici de mettre le sèche-cheveux sur le côté, d'accord? Pour que ce ne soit pas la radiation des résistances thermiques qui réchauffe la soupe au lieu de la refroidir par convection. C'est bon? Ça va pour tout le monde ou pas? Ouais, c'est un peu tordu comme raisonnement, mais n'empêche que c'est ce qui se passe. Alors je ne sais pas si la prochaine fois vous mangez de la soupe à la maison, vous allez faire l'expérience, vous risquez de passer pour un dingue, ou alors de quelqu'un qui réfléchit un peu différemment, et vous pourrez en profiter pour expliquer à toute la famille que si, c'est efficace, et voilà pourquoi c'est efficace. D'accord? Et c'est ça que vous apprenez à l'université, à refroidir la soupe. Je ne sais pas s'il faut faire ça. Donc c'est lié à ça, tout simplement. On enlève les molécules les plus énergétiques, on retire de l'énergie. Je vous ai aussi demandé juste au début de l'osmose quel était le point commun entre les saucissons, les momies, et un truc plus compliqué, l'hémolyse des globules rouges. D'accord? Le point commun, c'est l'osmose, tout simplement. Dans les trois cas, on s'appuie sur l'osmose. Les deux premiers sont de même nature. Le dernier marche en sens inverse, mais c'est exactement la même chose. D'accord? La même chose. On prend un schéma très simplifié d'une cellule. D'accord? Un liquide intérieur, un liquide extérieur, c'est le plasma, et puis la membrane qu'on va considérer hémiperméable pour simplifier les choses, d'accord, entre les deux. L'osmolarité totale du plasma et du liquide intracellulaire est aux alentours de 0,3 osmol. D'accord? Voilà. Et à peu près partout, pareil. Quand on est à l'équilibre, bien entendu, aux alentours de 0,3 osmol. Ce qui veut donc dire que la pression osmotique à l'intérieur, mais aussi a priori à l'extérieur, elle est voisine de, vous le voyez, on va dire 750 000 pascal. Ça, c'est la pression osmotique que l'on a normalement, si un être vivant, un humain en l'occurrence, c'est à peu près ce qu'on a dans le corps humain, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, parce que globalement, les osmolarités sont balancées. En gros, puisque vous vous rappelez que ce qui est important quand on a deux solutions de chaque côté d'une membrane, la différence de pression osmotique entre l'intérieur et l'extérieur est voisine de 0, à peu de choses près. Mais si, à l'extérieur, et c'est ce qu'on fait quand on fabrique de la charcuterie desséchée, du saucisson,
jambon sec, d'accord? Ce genre de choses-là. Ou des momies, parce que la momie, c'est de la charcuterie desséchée, d'accord? Fondamentalement. Je ne sais pas si vous savez comment on fabrique une momie. On prend le corps et on la recouvre de sel. En l'occurrence, c'est du natron. Ce n'est pas du chlorure de sodium, c'est du natron. Mais ça ne change pas grand-chose, d'accord? C'est un autre type de sel, mais le phénomène est le même, d'accord? Donc l'extérieur, on met du sel. À l'intérieur, on met également du sel dans des poches en tissu. D'accord? Donc en gros, ce sel avec l'humidité du corps va tout simplement se transformer en saumure. Une saumure, c'est une solution saline à saturation. On ne peut pas, d'accord, dissoudre plus de sel. Donc ça veut dire que l'eau, en quelque sorte, la solution qu'il va y avoir autour de ma charcuterie ou de ma momie, c'est une solution saline à saturation. À température à laquelle on travaille en général, une vingtaine de degrés, quelque chose dans ce goût-là, la concentration de saturation d'une solution saline, chlorure de sodium, c'est à peu près 360 grammes par litre. C'est beaucoup, hein, d'accord? 360 grammes par litre. C'est ce qu'on va trouver dans la mer morte, par exemple. D'accord? Donc c'est ces mers qui sont saturées. On peut donc en déduire, c'est du chlorure de sodium que j'ai pris comme exemple ici. Hein, d'accord? Donc un coefficient de Van 't Hoff égale à 2. D'accord? On peut donc en déduire une osmolarité de, vous voyez ici, 12,3. C'est un bête calcul, hein, d'accord? Vous savez le faire. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vous savez faire ça. Une osmolarité de 12,3, ça correspond à une pression partielle de, on n'oublie pas le 1000 parce qu'on était en mol par litre et qu'on veut des mètres cubes, d'accord? Fois 12,3 fois 8,3, je me suis remis à 27 pour simplifier les calculs. Ça fait, ça fait gros ça. Ça fait 300 atmosphères. 30 mégapascales. 300 fois la pression atmosphérique. Ça sous-entend hein, que si on voulait une colonne d'eau, d'accord, qui exerce la même pression au pied, il faudrait une colonne d'eau de 3000 mètres de haut. Vous imaginez la pression que ça fait? C'est colossal, d'accord? C'est vraiment gigantesque. On a donc à l'intérieur une pression osmotique de 7 atmosphères, à l'extérieur de 300, évidemment, doit se passer ce qui va se passer. Le solvant passe la barrière pour aller diluer la solution la plus concentrée, d'accord, jusqu'à ce qu'on rééquilibre les pressions osmotiques à l'intérieur et à l'extérieur. Et si on fait sortir le solvant de la solution la moins concentrée, l'intérieur de la cellule, forcément, elle va se rabougrir, se rapetisser, se sécher. C'est comme ça qu'on sèche la charcuterie. C'est comme ça qu'on sèche les momies, par une différence de pression osmotique qui force le liquide à sortir de la cellule. Et évidemment, on fait ça pour préserver la chair, d'une manière générique. La chair de la charcuterie pour pouvoir la consommer plus tard, la chair de la momie pour qu'elle soit conservée dans une vie future, etc. etc. D'accord ? Et ce sera conservé tout simplement parce qu'avec les concentrations qu'on va obtenir ici, les concentrations salines, les concentrations à l'intérieur et le manque d'eau, eh bien les éléments qui d'habitude attaquent la chair, que ce soit des moisissures, que ce soit des bactéries ou n'importe quoi d'autre, dans ces conditions-là, ne peuvent pas survivre, ne peuvent pas se développer. Et donc on aura obtenu ce que l'on cherchait, préserver la chair de la putréfaction en particulier. Donc c'est bien de l'osmose, là on fait sortir l'eau. Si maintenant, au lieu de mettre autour de ma cellule une solution saline très concentrée, je mets de l'eau pure, de l'eau distillée. Cette eau distillée, elle est à une osmolarité de 0, je veux dire évidemment. Donc à une pression osmotique de 0. Ben oui, c'est normal, c'est la référence. Ce qui veut donc dire qu'à l'intérieur de la cellule, on a une pression osmotique de 7 atmosphères, l'équivalent d'une colonne d'eau de 75 mètres, d'accord ?
Je sais ça parce que c'est ρGH, tout simplement. D'accord? Donc une colonne d'eau. Et je prends cet exemple-là pour que vous vous rendiez compte. Vous imaginez, vous avez un tube en verre autour de vous, au-dessus de vous, et vous devez maintenir en bas le petit trou pour empêcher l'eau de couler, alors qu'il y en a 75 mètres au-dessus de votre tête. D'accord? Vous imaginez ce que ça peut exercer comme pression sur le bout du doigt. Eh bien, cette pression-là, elle s'exerce sur la très fine paroi de la cellule. Vous imaginez le ballon de baudruche que ça fait? Évidemment, oui, c'est exactement ce qui se passe. L'eau commence à rentrer, la pression monte et la cellule, elle explose. C'est ça qu'on appelle l'hémolyse. D'accord? On fait éclater les globules rouges de cette manière-là pour voir ce qui est à l'intérieur. Mais n'importe quelle cellule, on peut faire éclater n'importe quelle cellule de cette manière-là. Donc on a toujours un phénomène d'osmose, mais cette fois-ci, dans ce cas, c'est en sens inverse, c'est pour faire rentrer l'eau à l'intérieur de la cellule. Donc c'est le même phénomène dans les deux cas, que l'on assèche, que l'on hydrate, c'est le même phénomène, c'est de l'osmose, mais dans un sens ou dans l'autre. C'est bon? Voilà, tout simple. Puis comme ça, on a vu ensemble quelques calculs de pression osmotique. C'est fait. Je pose cette question-là. Top, j'appuie sur le bouton pour que ça démarre. Nous avons un individu. Il y a plusieurs questions qui suivent, d'accord? Ce serait une espèce de problème en plusieurs étapes. La personne en question a bu un certain nombre de verres d'alcool il y a déjà un certain temps, d'accord? Mais suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait plus de traces d'alcool dans sa bouche à proprement parler, d'accord? Voilà, ça c'est réglé, il a pris une pastille à la menthe, il a bu beaucoup d'eau en plus, enfin bref, ça ne sent plus dans sa bouche. Son alcoolémie, c'est-à-dire le taux d'alcool dans le sang, est de 1 gramme par litre. D'accord? Et puis pour simplifier les choses, dans tous les calculs qui suivent, parce que sinon c'est trop compliqué, on considérera le sang, le plasma, comme une solution aqueuse idéale. Ce n'est pas le cas, hein, d'accord? C'est juste pour simplifier les calculs. Mais ça nous simplifiera un tout petit peu, enfin non, ça ne nous simplifiera pas un petit peu la vie, ça nous simplifiera beaucoup la vie pour la suite des calculs. Donc on fait cette approximation histoire d'aller un peu plus vite. Et la question que je vous pose donc, c'est dans le sang, donc ça c'est juste une conversion de concentration, hein. Juste une conversion de concentration. Dans le sang, quelle est la fraction molaire de l'alcool? On est à 1 gramme par litre. Je veux un nombre de moles d'alcool par nombre de moles de solution. C'est ça la fraction molaire. Donc vous faites la conversion, faites-le vraiment, d'accord? Vous avez presque tous un téléphone avec une calculatrice dessus, donc ce n'est pas une excuse. Et vous devez savoir faire ça le plus rapidement possible. Et si vous êtes déjà en train de vous demander, mais bon sang de bonsoir, comment je peux faire ça? Ben, vous n'êtes pas bien parti. Donc vous ne devriez plus jamais à vous poser ce genre de questions-là. Vous devriez déjà savoir comment vous allez faire. Et juste être en train de poser déjà les calculs. D'accord? Donc vous avez pour l'instant un volume de solution et une masse d'alcool. Et vous voulez un nombre de moles d'alcool et un nombre de moles de solution. Voilà. Et ceux qui sont dans les autres amphis, c'est la même chose pour ceux qui sont en face de moi, hein. Vous faites aussi les calculs. C'est important que vous les fassiez. Parce que si vous ne savez pas les faire là, il y a peu de chances que vous sachiez les faire dans quelques mois quand vous serez face à votre feuille d'examen. Et le « j'ai pas révisé », il n'est pas valide, hein. Vous avez droit à votre cours et vous l'avez sous les yeux, hein. Et là, je ne me suis pas trompé, on est bien en UE3, vous avez bien le cours et vous avez bien la calculatrice.
Et vous pouvez répondre aussi bien via vos smartphones, donc avec le lien qui est noté aussi, que par SMS, vous avez un chiffre à renvoyer. D'accord ? Et a priori, pour ce que j'en ai vu, la plateforme accepte aussi bien les points que les virgules en termes de marqueur décimal. C'est sympa, ça. C'est bien. C'est dur à froid comme ça, hein ? Voilà. Mais là, c'est une question super gentille, en fait, hein ? Super gentille dans un examen, parce que c'est des points qui sont quasiment donnés. D'accord ? Vous pouvez continuer à voter, mais juste pour ceux qui sont bloqués. Attendez, ceux qui sont bloqués, ce que vous devez bien comprendre, hein, c'est que sur les 1000 grammes de solution que vous avez, on est d'accord, on va avoir sensiblement, c'est une petite approximation mais qui est parfaitement valide, 1 gramme d'alcool et en gros 999 grammes d'eau. Ce n'est pas rigoureusement exact, mais c'est pratiquement ça, d'accord ? À peu de choses près. Puisqu'on était à 1 gramme par litre, pas à 1 gramme par kilogramme, d'accord ? Donc il y a une petite relation à la masse volumique, mais qui ne nous est pas donnée. Donc on va considérer, puisque la solution est quand même très diluée, qu'on est quasiment dans une solution aqueuse diluée, donc que c'est de l'eau 1 kg par litre. C'est pour ça que je dis qu'il y a une petite imprécision ici, mais vu qu'on est sur une solution vraiment diluée, ça ne pose pas de problème de faire cette assimilation-là. Donc vous pouvez calculer ici le nombre de moles d'alcool, et là le nombre de moles d'eau. D'accord ? Mais mon alcool, on ne m'a pas donné la masse molaire. Non, on ne vous a pas donné la masse molaire. Mais ce n'est pas grave. Vous savez ce que c'est que l'alcool ? C'est le nom trivial de l'éthanol. Et l'éthanol, vous savez ce que c'est ? Ben oui. L'éthanol, c'est CH3, CH2OH. Et dans l'éthanol, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, enfin que des éléments que vous fréquentez depuis tellement longtemps que c'est pratiquement des potes. D'accord ? Des potes de boisson en particulier, mais... Donc, vous savez calculer cette masse molaire. D'accord ? Ce n'est pas demandé ici, mais vous êtes obligé de le faire. Donc, vous allez calculer la masse molaire de l'éthanol, et vous allez trouver 46. D'accord ? Donc ça, ce sera simplement votre gramme sur les 46. Ça, ce sera les... Oups, excusez-moi, je reviens là. C'est parce que je touche sur le bord, là. Les... Ouais, il est chiant, lui. Je vais le faire en l'air. Les 999 divisé par 18. C'est pareil, ce n'est pas donné. D'accord ? Mais vous les avez directement. Le nombre de moles total, c'est juste la somme des deux. On est bien d'accord. Donc ici, on trouve environ 0,2. Et puis là, on trouve 55,5.
L'eau pure, c'est 55,6. Il y a une toute petite différence. Et puis là, on est quasiment, parce que c'est 5, quelque chose encore derrière, c'est quasiment de l'eau pure. Donc la somme des deux, 0,02, excusez-moi, j'ai fait une erreur en recopiant mes calculs. Donc 0,02, d'accord, 2, 10 moins 2, qu'on soit bien d'accord. C'est des nombres de moles. Alors, le nombre de moles total, on est tous d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est les 55,5 parce que les 0,02 là-dedans, ils sont complètement négligeables. Donc votre fraction molaire, c'est juste le nombre de moles d'alcool sur les 55,5 qu'on vient de trouver. D'accord? Ce qu'on a déjà approximé. Voilà, c'est juste ça. Donc en soi, ce n'est pas compliqué. Votre fraction, ce sera les 0,2 sur 55,5. Plus les 0,02, décidément, j'y pense pas. Et on va trouver le résultat. Voilà, c'est juste ça à faire. Et cette démarche-là, elle doit aller, mais à toute vitesse dans votre tête. C'est une fraction molaire, je dois calculer des nombres de moles. Pour calculer des nombres de moles quand j'ai des masses, c'est pas compliqué, j'ai juste besoin de la masse molaire. Est-ce que je l'ai? Je l'ai, je l'utilise. Je l'ai pas, est-ce que je peux la calculer? Je peux la calculer, je la calcule, et puis voilà. Ça y est, le problème, il est réglé. C'est bon pour tout le monde? Donc, on avait 180 qui avaient voté. On va regarder. Donc, sur ceux qui ont participé, d'accord, on en a un tiers qui ont trouvé la bonne valeur. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal pour vous prendre comme ça par surprise. D'accord? C'est pas si mal. Donc, quand vous faites le calcul, on va arrondir, on est d'accord, à... Il me manque un 0, je crois. Il me manque 2 zéros. Ce qui fait 0,04. Pas que je me trompe dans les zéros quand je recopie. 0,04%. C'est pas beaucoup comme fraction molaire, d'accord? 4, 10 moins 4, c'est ce qu'on trouve. J'ai arrondi, hein, ça fait un 3,6 en fait, et on s'en fout. J'ai arrondi. Ça, c'est la première partie. Maintenant, je vous demande quelle est la pression partielle en alcool que l'on va mesurer au niveau des alvéoles pulmonaires, donc l'air qui est en équilibre avec le sang dans les poumons. Et encore une fois, on assimile notre sang qui passe dans les poumons à une solution aqueuse idéale. D'accord? C'est pas exact, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut ici, c'est pouvoir faire les calculs avec les moyens que je vous donne. Donc on assimile notre sang à une solution aqueuse idéale. Donc hydroalcoolique, hein, puisque ici c'est de l'eau et de l'alcool. On ne tient pas le compte du reste en fin de compte. Et vous calculez la pression partielle en alcool, donc dans l'air qui est au contact avec ce sang dans les poumons. Pourquoi dans les poumons? Tout simplement parce que la question au départ, c'est tu sens l'alcool, hein, donc c'est l'air qui va ressortir, c'est l'air des poumons. Hein, voilà. Donc c'est cet air-là qui nous intéresse. Et l'endroit où on a un contact le plus intime entre les fluides intérieurs et l'air extérieur, c'est justement dans les poumons. La tension de vapeur de l'alcool à 37, il vous est donné là. Alors, on est d'accord que là, je vous donne directement la valeur. Dans un exercice, un examen, on aurait plutôt le graphique, d'accord, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous choisissez vous-même, d'accord, d'interpréter le graphique, vous regardez la température, vous en déduisez directement, graphiquement, la valeur qui vous intéresse.
calcul est hyper simple, hein, mais donc vous devez savoir quel calcul vous devez faire. Juste pour vous mettre sur la voie, ceux qui ne l'ont pas encore fait, on a ici une solution et on veut connaître la pression dans l'air ambiant, dans l'air qui se trouve au-dessus. La pression partielle d'un composé qui s'évapore, donc. Hein. Et normalement, vous avez plus ou moins sous les yeux, ou pas loin, le cours qui correspond à ça. Une des choses que je voudrais que vous remarquiez, c'est que le fait d'avoir le cours sous les yeux ou à proximité, si vous ne savez pas où ça se trouve, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc le fait d'avoir le cours à disposition dans un examen, ça ne vous dédouane pas du fait de savoir ce qu'il y a dedans, où ça se trouve et comment on l'utilise. D'accord ? C'est juste qu'il n'y a pas besoin de le savoir par cœur. C'est la seule distinction. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour dire sur ça, pour que ce soit bien clair, quand vous venez en TD, donc à partir de la semaine prochaine, je crois, ou de la semaine après, je ne me rappelle plus, la semaine prochaine, il me semble, vous venez avec les calculatrices. Évidemment, les calculatrices, c'est votre cours. Les TD, c'est de l'entraînement pour les examens. Donc vous venez dans les conditions qui correspondent. Sinon, ça n'a pas de sens. Oh, c'est pas mal là. Et normalement, le calcul, il devrait être fini, donc on va considérer que ceux qui n'ont pas encore répondu dans les 15 secondes qui viennent, là, ne répondront pas. Donc, vous avez encore 15 secondes pour envoyer vos réponses si vous avez déjà fait le calcul et que vous ne l'aviez pas encore envoyé. Ah, ça s'affole un peu. Voilà, c'est bon, ça se calme. En gros, 6 pascal. D'accord ? Pourquoi 6 pascal ? Décidément. Mais tout simplement parce que cette solution étant une solution idéale. D'accord ? En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a fait. La pression partielle d'un composé dans une solution idéale, c'est sa fraction molaire multipliée par sa tension de vapeur. D'accord ? C'est ça. C'est la loi de Raoult, simplement. Parce que j'ai précisé qu'on était dans une solution idéale. D'accord ? Si j'avais précisé que c'était une solution idéalement diluée, on aurait utilisé la loi de Henry, puisque clairement, ici, l'alcool est un soluté. Et la loi de Henry, c'est pour les solutés. Mais ici, j'ai marqué solution idéale, c'est pour simplifier les choses, quoi, tout simplement. Donc, on applique la loi de Raoult. La loi de Raoult, c'est dans les solutions idéales. La loi de Henry, dans les solutions idéalement diluées, et c'est pour le soluté. D'accord ? Ici, solution idéale, loi de Raoult. C'est la plus simple à appliquer, hein, de toute façon. D'accord ? La tension de vapeur, bah, la fraction molaire, là, c'était 0,0. Il ne faut pas que je me trompe dans le nombre de zéros. Ça, c'est compliqué. Ça doit être ça. 10,4. Ouais, ça doit être ça. Fois eh ben, les 16 000, je crois. Et on trouve donc 6, enfin environ 6 pascal. Le 5,76 qu'on avait tout à l'heure, mais ça c'est juste le calcul qu'il nous le donne. Ça ne fait pas beaucoup, hein? D'accord? Voilà, c'est le résultat numérique. C'est juste une application, donc ici, de la loi de Raoult. Et on applique la loi de Raoult, c'est-à-dire, hein, la loi de Raoult, pour vous le rappeler, c'est quand je passe ici de la solution purement aqueuse à la solution alcoolique, dire que la pression partielle en alcool, elle est proportionnelle juste à la composition du mélange. Voilà. Et qu'ici, j'arrive à
la pression, la tension de vapeur de l'alcool. D'accord? Donc j'ai 0,0004, enfin 0,04%, donc c'est 0,4% de la pression totale. C'est ça. D'accord? La loi de Henry, c'est quand on a une déviation, en tout cas à basse concentration. Mais on n'en a pas besoin ici, c'était marqué qu'il fallait faire comme ça. Et maintenant, c'est la question finale. Est-ce que réellement, tu sens l'alcool? Le seuil olfactif moyen, sous-entendu, hein, d'accord? La très grande majorité de la population est capable de sentir l'odeur de l'alcool, de l'éthanol, à partir de 84 ppm. Est-ce que là, on peut sentir l'alcool dans l'air qui va être expiré par cette personne? Vous connaissez la pression partielle de l'alcool dans l'air expiré. Est-ce que c'est détectable? Vous ne voyez pas le rapport entre les deux. Le truc, c'est que 84 ppm, c'est une fraction molaire. Enfin, c'est une fraction molaire, mais exprimée en parties par million au lieu d'être en pourcentage. On est donc à 84 divisé par 1 million. D'accord? Donc à 84, 10-6, d'accord, en fraction molaire. Voilà, vous avez juste à comparer. Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est plus petit que ce qu'on vient d'obtenir? Non, mais ce qu'on a obtenu, c'est une pression partielle. Oui, et une pression partielle, ça vous permet de calculer une fraction molaire. D'accord? Donc calculer la fraction molaire de l'alcool dans l'air expiré, vous comparez à 84 10-6. Si c'est plus petit, on ne sent pas. Si c'est plus grand, on sent. Voilà. Ces seuils olfactifs, on les trouve dans des tableaux, d'accord, qui sont disponibles dans les ouvrages de référence. C'est des moyennes qui ont été mesurées par des organismes. Et certains composés ont des seuils olfactifs qui sont excessivement bas, d'accord, qui ne se mesurent pas en ppm, qui se mesurent en ppb, parties par milliard. En gros, ça pue même quand il n'y en a quasiment pas. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Un seuil olfactif extrêmement bas. Allez, je laisse encore une vingtaine de secondes, pas plus, pour envoyer les réponses.
Ah, c'est partagé pour l'instant. Hein. On va y revenir. Oups. La pression partielle, c'est la fraction molaire fois la pression totale. On est d'accord? Voilà, c'est la définition de ce qu'est la pression partielle. Ce qui veut donc dire que la fraction molaire dans le gaz, cette fois-ci. Tout à l'heure, je vous ai demandé de calculer la fraction molaire dans le liquide, dans la solution. Donc ces deux fractions molaires sont distinctes, ce n'est pas la même chose. D'accord? La fraction molaire dans le gaz, ce sera donc tout simplement la pression partielle de l'alcool, celle qu'on vient de calculer, d'accord, sur la pression totale. La pression totale, l'air que j'ai dans les poumons, il est à la pression atmosphérique, donc je le connais. J'aurai donc 6 pascal sur 100, il me manque un 0, sur 100 000 pascal. D'accord? 101 325 si on veut être un peu plus rigoureux, mais ce n'est pas bien grave. Ici, j'avais déjà arrondi mes 6 pascal. On est donc à combien? En millions. Ben oui, parce que j'avais les ppm. D'accord? Donc si je veux des ppm, ce résultat-là, j'ai juste à le multiplier par 10 en haut, par 10 en bas. Ça va me faire en haut ce que je cherche et en bas des millions. Vous êtes d'accord? Donc ça fait des 60 sur 1 million. Donc 60 ppm. 60 ppm, c'est moins de 84. Donc, a priori, non, ce n'est pas détectable olfactivement. Ceci étant dit, première remarque, 1, ce seuil de détection, il est propre à chacun. Donc, ça ne veut pas dire qu'éventuellement, effectivement, une personne en particulier ne peut pas avoir ce seuil de détection, ce n'est pas si loin, d'accord, de la valeur moyenne, de la valeur affichée dans les tables de valeur. Donc, on n'est pas si loin. Donc, à la limite, pourquoi pas. Mais surtout, si vous avez 1 gramme d'alcool dans le sang, en sortant de la boîte, oui, ça va se détecter. Mais pas tellement à cause de ça. Le phénomène, c'est surtout qu'on a encore plein d'alcool, d'accord, qui est fixé dans les muqueuses, au niveau de la bouche. Et c'est surtout cet alcool-là qu'on sent quand on a bu. D'accord? Mais là, j'avais dit, on s'est bien rincé la bouche, il s'est passé un peu de temps, tout ça c'est propre. Donc, a priori, avec les approximations qui ont été faites, non, on ne devrait pas sentir l'alcool dans son haleine. C'est bon? Ouais? Vous voyez comment on fait? Pas très compliqué, en fin de compte, de régler ce genre de problème sur tout ce qui est à la fois les gaz et les solutions, puisque là, on est allé jusqu'aux solutions. C'est bon? Eh bien, c'est la fin du cours. Voilà, c'est fini pour de bon. On s'arrête là. Il est un peu plus tôt que la fin du cours, mais merci beaucoup. Merci. Globalement, sur une dizaine d'heures, finir avec 20 minutes d'avance, c'est pas si mal, hein, pas si mal visé. On se retrouve donc à partir, je crois, de la semaine prochaine en ED. Vous venez avec les instruments qui vont bien pour le faire. Donc, vous avez une calculatrice. Votre téléphone, ça va très bien, hein, d'accord? On n'a pas besoin de plus. Okay? Votre téléphone ira très bien.